Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a longtemps accompagnée et dans lequel je me suis moi-même laissée enfermer. Pendant des années, on m'a souvent dit « tu es forte ». Et je vais être honnête avec vous, j'aimais entendre cette phrase. Elle me faisait du bien, elle me valorisait, elle me donnait le sentiment d'être capable, solide, fiable. J'étais celle qui trouvait des solutions, celle qui continuait malgré les difficultés, celle qui rassurait les autres, celle qui ne baissait pas les bras. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'identifier à cette image. Je n'étais plus simplement une femme qui pouvait être forte dans certaines situations, j'étais devenue la femme forte. Au début, cela paraît être un compliment. Et c'est là, d'une certaine façon, que ça l'est, bien sûr. Mais avec du recul, je me rends compte que cette qualité est progressivement devenue une identité. Puis cette identité est devenue une obligation. Et cette obligation, une prison, une cage dorée. Parce qu'à partir du moment où tout le monde vous voit comme la femme forte, comment faites-vous pour dire « aujourd'hui, je n'y arrive plus » ? Comment faites-vous pour demander de l'aide ? Comment faites-vous pour vous autoriser à être fatigué, à être vulnérable, à dire que vous avez peur ? Très souvent, vous ne le faites pas, parce que vous avez l'impression que ce n'est plus possible, comme si vous n'aviez plus vraiment le choix. Et c'est là que j'ai commencé à me poser une question. Et si cette force n'était pas toujours de la force ? Et si parfois, elle était devenue une stratégie de survie ? Quand on parle d'une femme forte, on imagine souvent quelqu'un d'inspirant. Une femme indépendante, une femme courageuse, une femme qui avance, une femme qui ne se laisse pas abattre. Et je ne dis pas que ce sont des mauvaises qualités. Bien au contraire. Mais j'aimerais vous inviter à regarder ce qu'il peut parfois y avoir derrière. Parce que très souvent, cette force apporte aussi énormément de bénéfices. On nous fait confiance, on nous admire, on nous demande conseil, on nous dit « heureusement que tu es là ». Je savais que je pouvais compter sur toi. Toi, tu t'en sortiras toujours. Et ces phrases, elles sont agréables à entendre. Notre cerveau les enregistre. Petit à petit, il fait une association. Être forte, c'est être reconnue. Être utile. Être importante. Être aimée. Et sans même nous en rendre compte, nous construisons une partie de notre identité autour de cette image. Alors nous continuons, même lorsque nous sommes fatigués, même lorsque nous n'avons plus envie, même lorsque notre corps nous demande de ralentir. Parce que si nous arrêtons, qui sommes-nous ? Si je ne suis plus celle qui gère, qui suis-je ? Si je demande de l'aide, est-ce que je vais décevoir ? Si je dis non, est-ce que les autres vont moins m'aimer ? Si je m'effondre, qui va tenir à ma place ? Et puis, il y a cette petite voix. Vous la connaissez peut-être. Elle dit « Allez, ce n'est pas le moment. Tu tiendras bien encore un peu. Les autres ont besoin de toi. Tu te reposeras plus tard. » Alors, on continue, encore et encore. Non plus parce que nous avons réellement envie, mais parce que nous ne savons plus faire autrement. Et c'est précisément là que le piège se referme. Parce que ce qui ressemblait au départ à une qualité devient peu à peu une obligation intérieure. Nous ne sommes plus fortes parce que nous le choisissons,
Nous sommes fortes parce que nous avons l'impression de ne plus avoir le droit d'être autrement. Et cette nuance change absolument tout. Car lorsqu'une qualité devient une obligation, elle cesse souvent d'être une liberté. Elle devient une manière de survivre. Le problème, ce n'est pas d'être forte. Le problème, c'est lorsque cette force devient notre seule façon de fonctionner. Parce qu'à ce moment-là, il y a un prix à payer. Et ce prix est souvent beaucoup plus discret que ce que l'on imagine. On pense d'abord à la fatigue. Oui, bien sûr. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Petit à petit, quelque chose se passe à l'intérieur. On commence à ne plus écouter son corps. On repousse ses limites. On reporte les rendez-vous médicaux. On continue alors même que l'on sent que quelque chose ne va pas. On se dit « ça ira mieux demain »,« je verrai plus tard »,« j'ai plus urgent à faire ». Ce n'est pas la priorité. Et ce plus tard finit parfois par durer des mois, voire des années. Puis il y a les émotions. Une femme forte apprend souvent à les mettre de côté. Non parce qu'elle ne ressent rien, au contraire, elle ressent énormément. Mais elle s'est habituée à faire passer les autres avant elle. Alors elle ravale, elle encaisse, elle minimise, elle se dit que ce n'est pas si grave, qu'il y a pire, qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Et à force, elle finit parfois par ne plus savoir ce qu'elle ressent réellement. Elle sait ce qu'il faut faire, elle sait ce qu'il faut organiser, elle sait ce qu'il faut anticiper. Mais lorsqu'on lui demande « Et toi, comment tu vas ?» elle répond souvent « Ça va », par habitude, parce qu'elle n'a même plus pris le temps de se poser la question. Cette manière de fonctionner influence aussi les relations. On devient celle sur qui tout le monde s'appuie. Mais paradoxalement, on a parfois beaucoup plus de mal à s'appuyer sur les autres. Recevoir devient difficile. Demander de l'aide devient inconfortable. On préfère faire seul, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus simple, ou parce qu'au fond, on a peur d'être un poids. Alors on porte, encore et encore. Jusqu'au jour où l'on se surprend à penser « Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de tout porter toute seule ? Pourquoi personne n'est là pour moi ?» La réponse est parfois déroutante, parce que sans le vouloir, nous avons tellement montré que nous pouvions tout gérer que notre entourage a fini par le croire aussi. Et puis, il y a une autre conséquence dont on parle beaucoup moins. Le plaisir. On continue à faire, mais on ressent de moins en moins. On accomplit, on coche des cases, on est efficace, mais où est passée la joie ? Où est passée la spontanéité ? Le rire sans raison, l'envie de créer, l'envie de jouer, l'envie de ne rien faire. Comme si toute notre énergie servait uniquement à maintenir l'équilibre, à éviter que tout s'écroule. Et lorsque cela dure longtemps, notre système nerveux s'habitue. Il comprend que la priorité n'est plus de vivre pleinement, la priorité devient de tenir, de fonctionner, d'assurer, de contrôler ce qui peut l'être. Et c'est souvent à ce moment-là que certaines femmes viennent me voir. Et elles me disent « Je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureuse » ou encore « Je continue à avancer mais je ne ressens plus grand-chose. J'ai fait tout ce qu'il faut, pourtant je me sens vide. » Pendant longtemps, elles pensent qu'elles manquent de motivation, qu'elles devraient faire davantage d'efforts, qu'elles devraient être encore plus organisées, encore plus positives, encore plus performantes, alors qu'en réalité, le problème n'est peut-être pas un manque de volonté. Le problème, c'est qu'elles vivent depuis tellement longtemps en mode « je tiens » qu'elles ont oublié ce que ça signifie simplement de vivre. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens d'écrire, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Il ne s'agit pas d'un défaut. Il ne s'agit pas d'un manque de caractère. Il ne s'agit pas d'un échec. Très souvent, cette manière de fonctionner a été une formidable ressource. Elle vous a permis de traverser des périodes difficiles. Elle vous a protégé. Elle vous a aidé à avancer
quand vous n'aviez peut-être pas d'autre choix. Le problème, c'est que ce qui nous protège un temps peut parfois nous enfermer lorsqu'il devient notre seul mode de fonctionnement. Et c'est justement ce que nous allons comprendre dans la suite de cet épisode. Pourquoi cette femme forte est-elle apparue? Pourquoi notre cerveau a-t-il construit cette stratégie? Et surtout, pourquoi est-il si difficile d'en sortir, même lorsque le danger semble appartenir au passé? Alors comment on en arrive là? Pourquoi certaines femmes ont-elles autant de mal à ralentir, à demander de l'aide ou à simplement s'autoriser à ne pas être parfaites? La réponse est rarement unique. Il n'y a pas un événement précis qui explique tout. C'est souvent une histoire qui s'écrit petit à petit, parfois dès l'enfance. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement imprévisible, conflictuel ou insécurisant, son cerveau cherche naturellement une solution. Il ne se demande pas « Comment vais-je être heureuse plus tard ?» Il cherche avant tout à répondre à une autre question. Comment puis-je rester en sécurité? Et pour cela, il développe des stratégies. Certains deviennent très discrets, d'autres cherchent à faire plaisir, d'autres encore deviennent très responsables, ils apprennent à anticiper, à contrôler, à ne pas déranger, à être parfaits, à prendre soin des autres, à grandir un peu trop vite, à devenir les adultes de la maison alors qu'ils sont encore des enfants. Ces stratégies sont extraordinaires parce qu'à ce moment-là, elles remplissent leur rôle. Elles permettent de s'adapter, de traverser des situations difficiles, de continuer à avancer. Le problème, c'est que notre cerveau adore les automatismes. Lorsqu'une stratégie fonctionne, il la mémorise, puis il la reproduit, encore et encore. Même lorsque le contexte a changé, même lorsque nous sommes devenus adultes, même lorsque nous ne sommes plus en danger. Notre cerveau continue parfois à appliquer les mêmes règles, comme s'il vivait encore dans le passé. Alors il nous pousse à contrôler, à anticiper, à tout gérer, à rester vigilante. Parce que pour lui, c'est ce qui nous a permis de survivre. Mais il n'y a pas que notre histoire personnelle. Il y a aussi ce que la société nous raconte. Pendant très longtemps, les femmes ont reçu un message très clair. Il fallait être obéissante, discrète, sage, dépendante. Puis progressivement, ce modèle a évolué. C'est une bonne chose. Les femmes ont gagné des droits, de la liberté, davantage d'autonomie. Aujourd'hui, nous pouvons faire des choix qui étaient tout simplement impossibles il y a quelques générations. Mais parfois, une nouvelle pression est apparue. Comme si, pour être une femme accomplie, il fallait désormais réussir partout. Être indépendante, avoir une carrière, gérer sa maison, être une mère présente, une compagne attentive, une amie disponible, prendre soin de son corps, faire du sport, manger équilibré, s'épanouir, méditer, être positive. Et surtout, ne jamais montrer que c'est difficile. Finalement, nous sommes passés d'une injonction à une autre. Avant, il fallait être une bonne femme. Aujourd'hui, il faudrait être une super femme. Mais dans les deux cas, le risque est le même. Oublier de se demander « Et moi, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Parce qu'à force de répondre aux attentes des autres, ou à celles que nous avons intégrées sans même nous en rendre compte, il devient difficile de distinguer ce qui vient de nous de ce qui nous a été appris. Et c'est peut-être cela le plus grand piège. Croire que cette façon de vivre est notre personnalité. Dire « je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je suis quelqu'un de fort ». Alors qu'en réalité, ce n'est peut-être pas votre personnalité, c'est peut-être une adaptation. Une stratégie que votre cerveau a construite à une époque où elle était nécessaire. Et cela change tout, parce que si c'est une stratégie, alors cela signifie qu'elle peut évoluer. Non pas en rejetant la femme que vous avez été, car cette femme mérite toute votre reconnaissance. Elle vous a permis de traverser les épreuves,
Elle vous a protégé lorsque vous en aviez besoin. Il ne s'agit donc pas de la combattre, il s'agit de la remercier, puis de lui dire, avec beaucoup de douceur, « Merci de m'avoir aidé à survivre. Aujourd'hui, j'aimerais apprendre à vivre autrement. » À ce stade, vous vous dites peut-être, alors, il ne faut plus être une femme forte? Non, ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Être forte n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne plus avoir d'autres possibilités. Imaginez un instant une personne qui ne saurait courir. On dirait qu'elle manque de quelque chose. Maintenant, imaginez une personne qui ne saurait faire que courir, qui courait tout le temps, même lorsqu'il n'y a aucun danger, même lorsqu'elle est épuisée, même lorsqu'il serait plus juste de marcher, de s'arrêter ou simplement de s'asseoir. Là aussi, il y aurait un problème. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la force. Être forte est une ressource. Mais lorsqu'elle devient notre unique manière d'exister, elle finit par nous enfermer. C'est pour cette raison que depuis quelque temps, je préfère parler de puissance plutôt que de force. Parce que pour moi, la puissance n'a rien à voir avec le fait d'en faire toujours plus. La puissance, c'est retrouver le choix. Le choix d'être forte lorsqu'une situation le demande. Mais aussi le choix de dire « aujourd'hui, j'ai besoin d'aide ». Le choix de poser une limite. Le choix de changer d'avis. Le choix de se reposer sans avoir l'impression de perdre son temps. Le choix de pleurer sans avoir honte. Le choix de dire non sans culpabiliser. Le choix de recevoir sans avoir l'impression d'être redevable. Le choix d'accepter que l'on ne peut pas tout contrôler. Finalement, la puissance, ce n'est pas être invincible. C'est retrouver suffisamment de sécurité à l'intérieur de soi pour ne plus avoir besoin de porter un masque en permanence. Et je crois que c'est une nuance essentielle, parce qu'une femme puissante n'est pas une femme qui ne tombe jamais. C'est une femme qui sait qu'elle peut tomber, qu'elle a le droit de demander une main pour se relever. Une femme puissante n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle n'a pas besoin d'être indispensable pour mériter sa place. Elle n'a pas besoin de tout porter pour être aimée. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de tout ce qu'elle fait. Elle existe aussi pour ce qu'elle est. Et je sais que cela peut paraître évident lorsqu'on l'entend. Dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Parce que notre système nerveux ne fonctionne pas avec des phrases motivantes. Il fonctionne avec ce qu'il a appris à répéter. Et si pendant des années votre cerveau a associé le fait de ralentir à un danger, vous aurez beau vous répéter que vous avez le droit de vous reposer, une partie de vous continuera peut-être à ressentir de la culpabilité. Si vous avez appris que demander de l'aide était un signe de faiblesse, vous pourrez comprendre intellectuellement que ce n'est pas vrai, et pourtant votre corps continuera peut-être à se tendre au moment de demander du soutien. C'est pour cela que comprendre est une première étape, une étape indispensable. Mais elle ne suffit pas toujours, parce que ce ne sont pas uniquement nos pensées qui ont appris à survivre, c'est aussi notre corps, c'est notre système nerveux. Et tant qu'il se sentira obligé de rester en alerte, il continuera à vous pousser vers les mêmes comportements. Voilà pourquoi le changement demande souvent plus qu'une simple prise de conscience. Il demande d'apprendre progressivement à montrer à son cerveau et à son corps qu'aujourd'hui, il existe une autre manière de vivre. Une manière où l'on peut continuer à être compétente sans s'épuiser, où l'on peut être généreuse sans s'oublier, où l'on peut prendre soin des autres sans cesser de prendre soin de soi. Et je crois que c'est là que commence la véritable puissance. Non pas parce que l'on devient plus forte, mais parce que l'on redevient libre de choisir qui l'on souhaite être selon les situations. Si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, j'aimerais d'abord vous dire une chose.
Ne culpabilisez pas, ne vous dites pas j'ai encore fait les choses de travers ou je me suis enfermée toute seule. Parce que ce serait oublier une chose essentielle. Cette femme forte, vous ne l'avez pas inventée par hasard. Elle est née pour une bonne raison, à un moment de votre vie où elle vous a été utile, peut-être même indispensable. Elle vous a permis de traverser des épreuves, de protéger vos enfants, de continuer à travailler, de tenir lorsque tout semblait s'écrouler. Elle a été une alliée, et je crois qu'il est important de lui rendre hommage. Parce que sans elle, vous ne seriez peut-être pas là aujourd'hui à écouter cet épisode. Mais une stratégie qui nous a sauvés hier n'est pas forcément celle qui nous permettra de nous épanouir demain. C'est toute la différence. Il ne s'agit donc pas de rejeter cette femme forte, il ne s'agit pas non plus de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit simplement de lui permettre de se reposer, de lui dire « merci, tu peux souffler un peu maintenant ». Parce qu'au fond, une femme forte n'a pas besoin de disparaître, elle a simplement besoin de ne plus être seule. À côté d'elle peuvent exister une femme sensible, une femme joyeuse, une femme fatiguée, une femme créative, une femme qui doute, une femme qui demande, une femme qui reçoit, une femme qui rit, une femme qui pleure, une femme qui change d'avis, une femme qui n'a pas toujours toutes les réponses. Et c'est justement ça, retrouver sa liberté, ne plus être enfermé dans un seul personnage, retrouver toutes les facettes de soi, parce que nous sommes infiniment plus riches qu'une seule étiquette. Alors, j'aimerais vous laisser avec une dernière question. Quand quelqu'un vous dit « tu es une femme forte », est-ce que vous recevez cette phrase comme un compliment ? Ou est-ce qu'au fond de vous, elle ressemble parfois à une responsabilité que vous n'avez plus envie de porter ? Prenez quelques instants pour y réfléchir, parce que la réponse pourrait vous en apprendre beaucoup sur la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui. Et si pendant cet épisode vous vous êtes reconnu, si vous avez compris que votre force est devenue une obligation, si vous avez réalisé que vous vivez depuis longtemps en mode « je tiens » sans vraiment savoir comment faire autrement, alors je crois que cet épisode n'est qu'un début. Comprendre est une première étape, mais ensuite vient une autre question. Comment est-ce que je change concrètement ? Comment est-ce que j'apprends à ralentir sans culpabiliser, à demander de l'aide sans avoir l'impression d'échouer, à retrouver de l'envie, de la joie, de la légèreté, à sortir progressivement de ce mode de fonctionnement qui m'a protégée, mais qui aujourd'hui m'empêche peut-être de vivre pleinement. C'est précisément pour répondre à ces questions que j'ai créé l'atelier Femmes fortes, femmes puissantes, sortir du mode survie. Ce n'est pas une formation qui vous demande de devenir une meilleure version de vous-même. Ce n'est pas non plus une méthode qui promet de tout transformer en quelques jours. C'est un espace de compréhension et d'exploration. Un atelier pour découvrir comment votre système nerveux a construit certaines stratégies de protection, pour comprendre pourquoi elles sont encore présentes aujourd'hui, et surtout pour commencer à retrouver davantage de liberté intérieure. L'objectif n'est pas de faire disparaître votre force, l'objectif est qu'elle redevienne un choix, et non une obligation. Vous trouverez le lien de l'atelier dans la description de cet épisode. Et si aujourd'hui ce n'est pas le bon moment, gardez simplement cette idée avec vous. Peut-être que votre plus grand défi n'est pas d'apprendre à être plus forte. Peut-être que votre grand défi est d'oser découvrir qui vous êtes lorsque vous n'êtes plus obligé de l'être. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à une femme qui, elle aussi, porte beaucoup plus que ce que l'on imagine. En attendant de vous retrouver dans un prochain épisode de Renaissance émotionnelle, autorisez-vous à liker, vous abonner et partager en commentaire votre ressenti, votre histoire personnelle. À très bientôt!